La France compte 2,8 millions de millionnaires. Ça veut dire qu'on est 3e au niveau mondial en termes de personnes riches. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui a plus d'1 million de patrimoine net, c'est-à-dire qu'il a plus d'1 million de patrimoine une fois qu'on a retranché ses dettes. Du coup, la question que je me pose et qu'on est nombreux à se poser, c'est est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en ayant une carrière normale et en étant en CDI? J'ai fait les calculs et je vais vous présenter mon analyse chiffrée ainsi que mes recommandations pour que vous puissiez maximiser vos chances d'atteindre cet objectif qui est ambitieux, mais vous allez voir qu'il est possiblement atteignable. C'est parti. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari, une chaîne YouTube qui a pour vocation à vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Et on me demande tout le temps, notamment dans mes analyses de portefeuille, comment devenir millionnaire et si c'est possible d'atteindre ce chiffre un peu magique. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un cas chiffré et concret. Pour notre simulation, on s'est basé sur le scénario d'un jeune de 24 ans, diplômé Bac+3 ou +4. Il vient de signer son premier CDI et son salaire s'élève à 35 000 € brut. Encore une fois, c'est le chiffre moyen selon les études publiées par l'INSEE. 35 000 € brut, ça veut dire 2105 € net après impôt dans la poche. Ce salaire, il peut paraître important. Et pour cause, cette personne gagne déjà plus que 50% des Français, puisque c'est exactement le salaire médian. Mais on se base sur un principe de dire que cette personne a déjà un diplôme, et c'est vrai que vous allez voir dans la suite de la vidéo que les diplômes, c'est indispensable pour augmenter son revenu. Pour simplifier, on a aussi décidé que cette personne était célibataire et qu'elle n'avait donc pas d'autres personnes dans son foyer fiscal. La prochaine question à se poser, c'est quelle va être l'évolution du salaire de cette personne durant sa carrière. Ici, encore une fois, on va se baser sur les données de l'INSEE qui nous dit qu'en moyenne, quelqu'un qui est diplômé du bac ou plus va multiplier son salaire par 1,7 durant sa carrière. Donc dans le cas de notre personne, ça va donner un salaire aux alentours de 59 000 € en fin de carrière, brut. Notre personne a un salaire relativement important. Maintenant, la question à se poser, c'est quel va être son taux d'épargne? Quelle partie de son revenu il va retrancher chaque mois? Encore une fois, on regarde ce que nous dit l'INSEE et c'est vrai qu'en France, on est plutôt fort pour épargner. Le problème, c'est qu'on épargne sur les mauvaises choses. Mais donc, le taux d'épargne moyen des Français, c'est 17,4%. On va utiliser ça pour notre analyse. On passe aux investissements. Et pour simplifier ici, on a décidé que cette personne allait prendre le maximum de risques tout en investissant dans une classe d'actifs qui est déjà établie. Et donc là, pas le choix, on investit en actions parce que c'est tout simplement facile et c'est prévisible en termes de rendement. Donc pas d'immobilier, pas d'obligations, pas de crypto. En termes de choix d'investissement, on est parti sur le MSCI World parce que c'est un indice diversifié qui va représenter l'attractivité et le développement commercial des États-Unis, de l'Europe et du Japon. Donc c'est une simplification, mais c'est finalement assez représentatif. Et le rendement historique du MSCI World sur 45 ans, c'est 8,5%. Mais nous, on va retenir 8% pour être plus conservateur. Maintenant, si vous suivez la chaîne Finari depuis quelques temps, vous savez que, évidemment, il faut aussi prendre en compte l'inflation, soit l'érosion du pouvoir d'achat dans vos analyses. Et donc, ici, encore une fois, on va le faire. Pour le salaire, on va calculer le salaire ajusté à l'inflation, année après année. Et pour le rendement, on va partir du principe que, historiquement, l'inflation en France, elle est aux alentours de 2%, un peu moins. Donc nous, pour être aussi conservateur, et vu qu'on est dans une période plutôt d'augmentation de l'inflation, on va se positionner à 3, ce qui nous donne un rendement net d'inflation pour le MSCI World de 5%. 8%, moins 3% d'inflation. Avant de vous révéler si notre jeune diplômé va devenir millionnaire, une dernière information, on est parti du principe qu'il allait travailler 41 années pleines pour atteindre l'âge légal de la retraite, soit 64 ans. Du coup, roulement de tambour pour savoir si le jeune diplômé va atteindre le million, et oui, il y arrive. Il y arrive même largement, puisqu'il dépasse les 1,4 million d'euros. Donc là, vous allez me dire, mais c'est génial, on va tous y arriver. Mais attention, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que cette somme, elle est brute. Et notre jeune diplômé, quand il aura 64 ans ou 65 ans, il va devoir payer des impôts. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du principe qu'il allait investir d'abord via son PEA, au maximum des versements. Il allait atteindre les 150 000 € de versements. Et ensuite, au-delà, il allait investir sur un compte titre. Ça nous fait un taux d'imposition moyen sur la plus-value aux alentours de 21%. Ce qui nous donne tout de même un patrimoine net d'impôts de plus de 1 million d'euros. Donc ça, c'est plutôt top. Malheureusement pour notre jeune diplômé, il y a une deuxième information qu'il doit prendre en compte. C'est la valeur de l'argent et l'inflation. Avoir 1,4 million d'euros dans 40 ans, ça n'a pas du tout la même valeur que de l'avoir aujourd'hui. Entre-temps, le pouvoir d'achat va énormément s'éroder, ce qui signifie que ce 1,4 million dans 40 ans, en fait, ajusté à l'inflation aujourd'hui, il représente à peine 682 000 €. Donc vous voyez que oui, sur le papier, c'est possible, en tout cas en ayant une trajectoire assez linéaire et assez stable. Mais maintenant, quand on prend en compte les paramètres notamment d'inflation,
ça devient quand même beaucoup plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 7 astuces pour vous permettre de maximiser vos chances d'atteindre le million ou du moins d'atteindre la liberté financière et vos objectifs. La première astuce, c'est probablement la plus importante, c'est d'investir de façon régulière et de commencer le plus tôt possible. Et ça va vous permettre une chose, c'est de bénéficier de ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est quelque chose que Albert Einstein aurait présupposément appelé la 8e merveille du monde et c'est un concept qui est assez simple. C'est de dire que plus vous avez de capital et que vous générez des intérêts dessus, eh bien plus vous allez générer de performance. Et donc pour vous donner un exemple assez simple, mettons que vous investissez 10 000 euros à un taux de rendement de 7% par an pendant 30 ans, ça vous ferait, au bout des 30 ans, 76 000 euros. Et ça, juste parce qu'en fait, vous avez enclenché une machine où votre capital grossit et donc vous allez générer des intérêts sur un pactole finalement de plus en plus gros. Les intérêts composés, c'est vraiment un concept essentiel. La preuve, Warren Buffett a dit que sa fortune tenait essentiellement à 3 choses. La première, c'est de vivre en Amérique. La deuxième, c'est d'avoir eu de la chance. Et la troisième, c'est les intérêts composés. Donc, investissez tôt, de façon régulière, mais aussi prenez un risque, mesuré évidemment, qui va vous permettre de générer un rendement. C'est pour ça que dans notre exemple, on a investi que en actions et que dans le MSCI World, parce qu'en fait, c'est un rendement qui historiquement est élevé, avec un risque quand même relativement mesuré, si on est prêt à attendre très longtemps, ce qui est notre cas, puisqu'on veut juste maximiser notre patrimoine. La deuxième astuce, elle est directement liée à la première. C'est important de commencer à investir tôt, mais c'est aussi important de suivre ce que l'on fait. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne suit pas. Du coup, je vous recommande fortement de suivre vos investissements et votre patrimoine au sens large. Vous pouvez utiliser un Excel, très simple, ou alors vous pouvez utiliser une plateforme comme Finari, qui est exactement faite pour ça. Ça vous permet d'automatiser ce suivi et d'avoir automatiquement vos performances en connectant vos comptes et en ajoutant tout votre patrimoine. Je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit. La troisième astuce, c'est l'augmentation de son taux d'épargne. Vous vous souvenez que dans mon hypothèse, j'ai émis qu'on allait investir à peu près 17% de son salaire tous les mois dans son épargne. Ça, c'est intéressant, mais la réalité, c'est que vous pouvez aller beaucoup plus haut. Donc en fait, il ne tient qu'à vous de jouer avec cette variable et d'aller chercher le taux d'épargne le plus élevé possible. Si vous regardez ce que font les FIRE, les gens qui veulent devenir indépendants le plus vite possible, ils vont pousser un taux d'épargne jusqu'à 30, voire 40, voire 50%. Évidemment, qui dit augmentation de son taux d'épargne dit privation ou en tout cas limitation dans ses dépenses ou dans ses possibilités, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc c'est assez normal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus vous allez augmenter votre taux d'épargne, plus vous allez accélérer cette mécanique de création de richesse. Un bon repère, c'est de se dire qu'on va aller chercher entre 25 et 30% de taux d'épargne. Ça vous permet d'avoir un style de vie quand même très sympa, tout en maximisant la création de richesse. Une façon assez simple d'augmenter son taux d'épargne, c'est vraiment d'analyser son cash flow. Combien rentre, combien sort, comme on regarderait le bilan d'une entreprise. Et donc ça, encore une fois, vous pouvez le faire de façon manuelle ou via des apps comme Finari. Ça vous permet de voir les grandes catégories de dépenses, les grandes catégories de revenus et d'aller agir sur celles qui sont finalement pas nécessaires. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller commander un Uber ou de faire un Deliveroo? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que tout l'argent que vous allez économiser d'un côté, vous allez pouvoir l'investir de l'autre et ça va agir directement sur votre création de richesse. La quatrième astuce, elle est directement liée à la troisième. Évidemment que vous allez pouvoir augmenter votre taux d'épargne, peut-être aller à 50%, mais au-delà, ça va être très très compliqué. Donc l'autre option, ou l'option que vous pouvez faire en parallèle, c'est d'essayer d'augmenter vos revenus. Et pour ça, il y a quand même quelque chose qui est très fort en termes de corrélation, c'est plus vous êtes diplômé, plus vous allez pouvoir espérer avoir un salaire important. Et en fait là, c'est très important de choisir un diplôme dans une branche porteuse et dans une branche dans laquelle vous allez vous épanouir. Et donc ça peut être une question importante au moment où on choisit ses études, d'aller dans une branche qui va justement pouvoir remplir ces deux critères et offrir des perspectives de salaire importantes, puisque vous voyez que les variations d'un secteur à l'autre sont très très importantes. Si ça fait déjà un certain moment que vous avez fait vos études, eh ben c'est pas très grave, parce que vous pouvez vous reconvertir. Aujourd'hui, nous, on voit énormément de gens qui vont se reconvertir dans le développement informatique, même s'ils viennent de parcours très différents. Et ça, c'est tout à fait possible, avec des cours en ligne, avec des écoles qui permettent de faire ça en parallèle de son travail. Donc c'est jamais trop tard pour se réorienter et aller dans un secteur qui est porteur et qui, dans les années à venir, va vous permettre d'avoir des perspectives de salaire importantes. La prochaine astuce, c'est finalement d'investir dans votre savoir. Les études, c'est bien, mais on n'arrête pas d'investir en soi une fois qu'on est sorti de l'université ou de son école. C'est vraiment important que vous preniez du temps et que vous investissiez de l'argent dans vos connaissances pour que vous puissiez devenir un expert et encore une fois, monétiser ces services de façon conséquente. Et donc là, il y a plein de choses à faire, mais il y a notamment des livres hyper intéressants comme les livres de Tim Ferriss ou un livre qui s'appelle The One Thing qui personnellement m'ont beaucoup aidé, notamment
à envisager le travail différemment ou à maximiser le temps que je passais sur des projets pour vraiment aller à l'essentiel et atteindre mon objectif le plus vite possible. N'arrêtez jamais de vous former. On n'est jamais trop jeune pour apprendre des nouvelles choses. Et d'ailleurs, un trait de caractère commun à tous les gens qui ont du succès que je rencontre au quotidien, c'est cette curiosité insatiable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne trompe pas. Lorsqu'on est curieux, on garde l'esprit vif et on s'adapte à un monde qui change en permanence. Et finalement, on peut in fine monétiser ses services et donc augmenter ses revenus et son patrimoine. La prochaine astuce, elle est liée à l'entrepreneuriat. En tant que salarié, vous allez pouvoir augmenter vos revenus en fonction de vos connaissances, mais si vous ne détenez pas une partie du capital, vous n'allez jamais pouvoir passer un gros cap. Lorsqu'on regarde la liste des trentenaires les plus aisés en France, on se rend compte qu'il y a deux types de profils. D'un côté, les entrepreneurs, les fondateurs de Vodoo, Doctolib, Content Square, des super belles boîtes qui ont cartonné au niveau mondial. Et de l'autre côté, il y a les héritiers. On ne peut pas choisir sa famille, on ne peut pas décider d'être héritier, mais par contre, on peut décider de se lancer et de devenir entrepreneur. D'ailleurs, j'avais récemment reçu un entrepreneur de grand talent qui a créé une société qui s'appelle Corob, c'est Frédéric Puzin. Vous pouvez voir le Finari Talk juste ici. Et ce qui était génial, c'est qu'il parlait aussi de son aventure entrepreneuriale. Frédéric, en 10 ans, il a monté sa boîte de 0 à 7 milliards d'euros d'actifs gérés. C'est une boîte extrêmement rentable qui prouve qu'encore une fois, c'est possible. Mais par contre, ça demande évidemment un travail important. Qui dit entrepreneuriat dit risque. C'est normal, vous êtes rémunéré pour ce risque. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler d'arrache-pied pendant des années pour finalement un résultat qui est très incertain? Et bien la question, c'est vous qui devez d'abord vous la poser. Mais sachez que si on regarde les statistiques de l'INSEE, on se rend compte que 85% des entreprises nouvellement créées arrivent à passer le cap des 3 ans. Attention, ça ne veut pas dire que ces entreprises sont un succès financier et que les fondateurs sont devenus des millionnaires. Mais quand même, ça nous montre que finalement, c'est pas si incertain et impossible de créer une société qui va se pérenniser et pouvoir devenir un actif qui va dégager du profit et donc potentiellement des dividendes ou un revenu important pour le ou les fondateurs. Maintenant, on peut être aussi intelligent qu'on veut. Tous les entrepreneurs et entrepreneuses s'accordent à dire qu'il y a 2 critères qui sont les plus importants lorsqu'on entreprend, c'est la chance et le timing. Donc en conclusion, l'entrepreneuriat, lancez-vous, mais sachez que votre réussite dépend probablement de facteurs qui sont externes et que vous ne contrôlez pas. La dernière astuce que je voulais vous présenter, c'est l'effet de levier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on a en France et qui est très puissant. Dans notre scénario, on est parti du principe qu'on était en CDI et donc c'est tout à fait possible d'aller s'endetter. Mais quand je dis s'endetter, en fait, c'est d'aller faire de la bonne dette, c'est-à-dire de la dette à taux fixe qui va nous permettre d'acquérir un actif, en l'occurrence de l'immobilier, qui va générer du rendement. Et donc, dans le cas de notre Bac+3, Bac+4, vu qu'il gagne 2100 € net par mois, en ce moment, il pourra emprunter aux alentours de 142 000 €. Ce qui lui permettrait de réinvestir cette somme dans un bien immobilier, par exemple un T1, un T2 dans une ville de province. Ce T2, il pourra ensuite le louer, notamment via le dispositif LMNP qui permet d'optimiser sa fiscalité en écrasant les charges grâce à l'amortissement du bien et, s'il est bon gestionnaire, se faire un cash flow positif ou à minima avoir une opération cash flow neutre qui lui permet de rembourser son emprunt avec les loyers qui tombent. Et donc ça, il peut tout à fait le faire en parallèle de l'investissement en actions qui, lui, va continuer à tourner et générer du rendement. En France, on a vraiment un avantage énorme, c'est qu'on a des taux fixes. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le cas dans des pays comme l'Angleterre, la Pologne ou les États-Unis. Et vu qu'on est à taux fixe, même si les taux sont très élevés en ce moment, lorsque les taux baisseront fortement, vous pourrez toujours aller renégocier ces taux pour aller vous calquer sur le marché. Donc par exemple, si les taux passent à 2, eh bien vous irez voir votre banquier et vous les baisserez. Ce qui est sûr, c'est que votre taux n'augmentera jamais au-delà du taux que vous avez signé. Et ça, encore une fois, c'est un avantage majeur. Si vous avez d'autres idées d'astuces ou de façons d'améliorer sa création de richesse, dites-le moi dans les commentaires et comme ça, tout le monde en profite. En conclusion, oui, c'est possible de devenir millionnaire lorsqu'on est en CDI avec un salaire relativement normal. Maintenant, lorsqu'on prend en compte des facteurs comme l'inflation, on se rend compte que c'est quand même pas exactement le millionnaire qu'on envisage. Du coup, avec les clés que je vous ai données et les astuces, vous avez quand même des façons d'accélérer la création de richesse et de maximiser vos chances pour devenir millionnaire à votre tour. Il faut savoir que devenir millionnaire, c'est pas une finalité en soi. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que vous soyez heureux et que vous profitiez de votre argent à votre façon. Il y a 1000 chemins pour atteindre ce fameux million et l'indépendance financière ou votre version de la réussite. Tous ces chemins sont valables. Mais dans cette vidéo, j'espère qu'on a couvert un qui est utile.